enveloppé par elle et porté bien au-delà de tout commencement possible. J'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler mon propre discours, une voix sans nom me précédait depuis longtemps. Il m'aurait suffi alors d'enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger sans qu'on y prenne bien garde dans ces interstices, comme si elle m'avait fait signe, en se tenant un instant en suspens. De commencement, il n'y en aurait donc pas. Et au lieu d'être celui dont vient le discours, je serais plutôt, au hasard de son déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition possible. J'aurais aimé qu'il y ait derrière moi, ayant pris depuis bien longtemps la parole, doublant à l'avance tout ce que je vais dire, la voix qui commençait à parler ainsi. Il faut continuer, je ne peux pas continuer. Il faut continuer, il faut dire des mots, tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me disent, jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Étrange peine, étrange faute, il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait si elle s'ouvre. Il y a chez beaucoup, je pense, un pareil désir de n'avoir pas à commencer. Un pareil désir de se retrouver d'entrée de jeu de l'autre côté du discours, sans avoir eu à considérer de l'extérieur ce qu'il pouvait avoir de singulier, de redoutable, de maléfique peut-être. À ce désir si commun, l'institution répond sur le mode ironique, puisqu'elle rend les commencements solennels, puisqu'elle les entoure d'un cercle d'attention et de silence, et qu'elle leur propose, comme pour les signaler de plus loin, des formes ritualisées. Le désir dit « Je ne voudrais pas avoir à me tirer moi-même dans cet ordre hasardeux du discours. Je ne voudrais pas avoir affaire à lui dans ce qu'il a de tranchant et de décisif. Je voudrais qu'il soit tout autour de moi, comme une transparence calme, profonde, indéfiniment ouverte, où les autres répondraient à mon attente et d'où les vérités, une à une, se lèveraient. Je n'aurais qu'à me laisser porter en lui et par lui, comme une épave heureuse. » Et l'institution répond « Tu n'as pas à craindre de commencer. Nous sommes tous là pour te montrer que le discours est dans l'ordre des lois, qu'on veille depuis longtemps sur son apparition, qu'une place lui a été faite qui l'honore mais le désarme, et que s'il lui arrive d'avoir quelque pouvoir, c'est de nous et de nous seulement qu'il le tient. Mais cette institution et ce désir ne sont-ils pas autre chose que deux répliques opposées à une même inquiétude? Inquiétude à l'égard de ce qu'est le discours, dans sa réalité matérielle, de choses prononcées ou écrites. Inquiétude à l'égard de cette existence transitoire, vouée à s'effacer sans doute, mais selon une durée qui ne nous appartient pas. Inquiétude à sentir, sous cette activité pourtant quotidienne et grise, des pouvoirs et des dangers qu'on imagine mal. Inquiétude à soupçonner des luttes, des victoires, des blessures, des dominations, des servitudes, à travers tant de mots que l'usage, depuis si longtemps, a rendu lisses. Mais qu'y a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens parlent et que leur discours indéfiniment prolifère? Où donc est le danger? Voici l'hypothèse que je voudrais avancer ce soir pour fixer le lieu, ou peut-être le très provisoire théâtre du travail que je fais. Je suppose que dans toute société,
la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire, d'en esquiver la lourde, la redoutable matérialité. Dans une société comme la nôtre, on connaît bien sûr les procédures d'exclusion. La plus évidente, la plus familière aussi, c'est l'interdit. On sait bien qu'on n'a pas le droit de tout dire, qu'on ne peut pas parler de tout dans n'importe quelle circonstance, que n'importe qui, enfin, ne peut pas parler de tout. Tabou de l'objet, rituel de la circonstance, droit privilégié ou exclusif du sujet qui parle, on a là le jeu de 3 types d'interdits qui se croisent, se renforcent ou se compensent, formant une grille complexe qui ne cesse de se modifier. Je noterai seulement que de nos jours, les régions où la grille est la plus resserrée, où les cases noires se multiplient, ce sont les régions de la sexualité et celles de la politique. Comme si le discours, loin d'être cet élément transparent ou neutre, où la sexualité se désarme et où la politique se pacifie, comme si le discours était un des lieux où la sexualité et la politique exerçaient quelques-unes de leurs plus redoutables puissances. Le discours, en apparence, a beau être bien peu de choses, les interdits qui le frappent révèlent très tôt, très vite, son lien avec le désir et avec le pouvoir. Et à cela quoi d'étonnant, puisque le discours, la psychanalyse nous l'a montré, ce n'est pas simplement ce qui manifeste ou cache le désir, c'est aussi ce qui est l'objet du désir. Et puisque d'autre part, l'histoire ne cesse de nous l'enseigner, le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pourquoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Il existe, je crois, dans notre société, un autre système d'exclusion. Non plus un interdit, mais un partage et un rejet. Je pense à l'opposition raison-folie. Depuis le fond du Moyen-Âge, le fou est celui dont le discours ne peut pas circuler comme celui des autres. Il arrive que sa parole soit tenue pour nulle et non avenue, n'ayant ni vérité ni importance, ne pouvant pas faire foi en justice, ne pouvant pas authentifier un acte ou un contrat, ne pouvant pas même, dans le sacrifice de la messe, permettre la transsubstantiation et faire du pain un corps. Il arrive aussi, en revanche, par opposition à tout autre, qu'on lui prête d'étranges pouvoirs. Celui de dire une vérité cachée, celui de prononcer l'avenir, celui de voir en toute naïveté ce que la sagesse des autres ne peut pas percevoir. Il est curieux de constater que pendant des siècles en Europe, la parole du fou n'était pas entendue, ou bien si elle l'était, était écoutée comme une parole de vérité. Ou bien elle tombait dans le néant, rejetée aussitôt que proférée, ou bien on y déchiffrait une raison naïve ou rusée, une raison plus raisonnable que celle des gens raisonnables. Si bien que de toute façon, exclue ou secrètement investie par la raison, au sens strict, elle n'existait pas. C'était bien à travers ces paroles qu'on reconnaissait la folie du fou. Elles étaient bien le lieu où s'exerce le partage, mais elles n'étaient jamais recueillies ni écoutées. Jamais, avant la fin du XVIIIe siècle, un médecin n'avait eu l'idée de savoir ce qui était dit, pourquoi c'était dit, comment c'était dit, dans cette parole qui pourtant faisait la différence. Tout cet immense discours du fou retournait au bruit, et on ne lui donnait la parole que symboliquement sur le théâtre où il s'avançait, désarmé et réconcilié, puisqu'il y jouait le rôle de la vérité au masque. On nous dira que tout ceci est fini aujourd'hui, ou en train de s'achever, que la parole du fou n'est plus rejetée, qu'elle n'est plus nulle et non avenue, qu'elle nous met aux aguets, au contraire.
que nous y déchiffrons un sens, ou l'esquisse, ou les ruines d'une œuvre, et que nous sommes parvenus à la surprendre, cette parole du fou, dans ce que nous disons nous-mêmes, dans cet accroc minuscule par où ce que nous disons nous échappe. Mais tant d'attention ne prouve pas que le vieux partage raison-folie ne joue plus. Il suffit de songer à toute l'armature de savoir à travers laquelle nous écoutons cette parole. Il suffit de songer à tout le réseau d'institutions qui permet à quelqu'un, médecin, psychanalyste, qu'importe, d'écouter cette parole, et qui permet en même temps au patient de venir apporter ou désespérément retenir ces pauvres mots. Il suffit de songer à tout cela pour soupçonner que le vieux partage, loin d'être effacé, joue autrement, selon des règles différentes, à travers des institutions nouvelles et avec des effets qui ne sont point les mêmes. Et quand bien même le rôle du médecin ne serait que de prêter l'oreille à une parole enfin libre, c'est toujours dans le maintien de la césure que s'exerce l'écoute. Écoute d'un discours qui est investi par le désir et qui se croit, pour sa plus grande exaltation ou sa plus grande angoisse, chargé de terribles pouvoirs. S'il faut bien le silence de la raison pour guérir les monstres, il suffit que le silence soit en alerte, et voilà que le partage demeure. Il est peut-être hasardeux de considérer l'opposition du vrai et du faux comme un troisième système d'exclusion à côté de ceux dont je viens de parler. Comment pourrait-on raisonnablement comparer la contrainte de la vérité avec des partages comme ceux-là? Des partages qui sont arbitraires, ou qui du moins s'organisent autour de contingences historiques, qui sont non seulement modifiables, mais en perpétuel déplacement, qui sont supportées par tout un réseau d'institutions qui les imposent et les reconduisent, qui ne s'exercent pas enfin sans contrainte, ni une part au moins de violence. Alors certes, si on se place à l'intérieur d'un discours, le partage entre le vrai et le faux n'est ni arbitraire, ni modifiable, ni institutionnel, ni violent. Mais si on se place à une autre échelle, et qu'on pose la question de savoir quelle a été, à travers nos discours, cette volonté de vérité qui a traversé tant de siècles de notre histoire, ou quel est donc, dans sa forme très générale, le type de partage entre vrai et faux qui régit notre volonté de savoir, alors c'est peut-être quelque chose comme un système d'exclusion qu'on voit se dessiner. Partage entre vrai et faux historiquement constitué à coup sûr, car pour les Grecs du VIe siècle, le discours vrai, au sens fort et valorisé du mot, le discours vrai pour lequel on avait respect et terreur, celui auquel il fallait bien se soumettre parce qu'il régnait, c'était le discours prononcé par qui de droit et selon le rituel requis. C'était le discours qui disait la justice et attribuait à chacun sa part. C'était le discours qui, prophétisant l'avenir, non seulement annonçait ce qui allait se passer, mais contribuait à sa réalisation, emportait avec soi l'adhésion des hommes et se tramait ainsi avec le destin. Or, voilà qu'un siècle plus tard, la vérité la plus haute ne résidait plus déjà dans ce qu'était le discours ou dans ce qu'il faisait. La vérité résidait en ce qu'il disait. Un jour est venu où la vérité s'est déplacée de l'acte ritualisé, efficace, d'énonciation, vers l'énoncé lui-même, vers son sens, sa forme, son objet, son rapport à sa référence. Entre Hésiode et Platon, un certain partage s'est établi, séparant le discours vrai et le discours faux. Partage nouveau, puisque désormais le discours vrai n'est plus le discours précieux et désirable, puisque ce n'est plus le discours lié à l'exercice du pouvoir. Le sophiste est chassé. Or, cette volonté de vérité, comme les autres systèmes d'exclusion, s'appuie sur un support et une distribution institutionnelle.
elle est à la fois renforcée et reconduite par toute une épaisseur de pratiques, comme la pédagogie, bien sûr, comme le système des livres, de l'édition, des bibliothèques, comme les sociétés savantes, autrefois, les laboratoires, aujourd'hui. Mais elle est reconduite aussi, plus profondément sans doute, par la manière dont le savoir se transforme, fonctionne, est mis en œuvre dans une société, pour savoir, non pas bien sûr ce qui est vrai, mais ce qu'on veut savoir et comment on veut le savoir. Il faut sans doute se demander où et comment, dans une société, le savoir se trouve localisé. Enfin, je crois que cette volonté de vérité, ainsi appuyée sur un support et une distribution institutionnelle, tend à exercer sur les autres discours, je parle surtout de notre société, une sorte de pression et comme un pouvoir de contrôle. Je pense à la manière dont la littérature occidentale a cherché appui depuis des siècles sur le vraisemblable, le naturel, la sincérité, sur la science, bref, sur le discours vrai. Je pense aussi à la manière dont les pratiques économiques codifiées comme préceptes ou recettes, éventuellement comme morales, ont, depuis le XVIe siècle, cherché à se fonder, à se rationaliser et à se justifier sur une théorie des richesses et de la production. Je pense aussi à la manière dont un ensemble aussi prescriptif que le système pénal a dû chercher ses assises et sa justification, d'abord bien sûr dans une théorie du droit, puis à partir du XIXe siècle dans un savoir sociologique, psychologique, médical, psychiatrique, comme si la parole même de la loi ne pouvait plus être autorisée dans notre société que par un discours de vérité. Des trois grands systèmes qui frappent le discours, la parole interdite, le partage de la folie et la volonté de vérité, c'est du troisième que j'ai parlé le plus longuement. Et on en voit bien la raison. C'est que vers lui, depuis des siècles, n'ont pas cessé de dériver les premiers. C'est que de plus en plus, il essaie de les reprendre à son compte pour à la fois les modifier et les fonder. C'est que si les deux premiers ne cessent de devenir plus fragiles, plus incertains, dans la mesure où les voilà maintenant traversés par la volonté de vérité, celle-ci, en revanche, ne cesse de se renforcer, de devenir plus profonde et plus incontournable. Et pourtant, c'est d'elle, sans doute, qu'on parle le moins. Comme si la volonté de vérité et ses péripéties étaient masquées par la vérité elle-même. Et la raison en est peut-être celle-ci, c'est que si le discours vrai n'est plus, en effet, depuis les Grecs, celui qui répond au désir et celui qui exerce le pouvoir dans la volonté de vérité, dans la volonté de le dire, ce discours vrai, qu'est-ce donc qui est en jeu, sinon le désir et le pouvoir? Le discours vrai, que la nécessité de sa forme affranchit du désir et libère du pouvoir, ne peut pas reconnaître la volonté de vérité qui le traverse. Et la volonté de vérité, celle qui s'est imposée à nous depuis bien longtemps, est telle que la vérité qu'elle veut ne peut pas ne pas la masquer. Ainsi n'apparaît à nos yeux qu'une vérité qui serait richesse, fécondité, force douce et insidieusement universelle. Et nous ignorons en revanche la volonté de vérité comme prodigieuse machinerie destinée à exclure. Tous ceux qui, de point en point dans notre histoire, ont essayé de contourner cette volonté de vérité pour la remettre en question contre la vérité, tout cela, de Nietzsche à Artaud et à Bataille, doivent maintenant nous servir de signe pour le travail de tous les jours. Il existe évidemment bien d'autres procédures de contrôle et de délimitation du discours. Celle dont j'ai parlé jusqu'à maintenant s'exerce en quelque sorte de l'extérieur.
elles fonctionnent comme des systèmes d'exclusion. Elles concernent sans doute la part du discours qui met en jeu le pouvoir et le désir. On peut, je crois, en isoler un autre groupe. Procédure interne, puisque ce sont les discours eux-mêmes qui exercent leur propre contrôle. Procédure qui joue plutôt à titre de principe de classification, d'ordonnancement, de distribution, comme s'il s'agissait cette fois de maîtriser une autre dimension du discours, celle de l'événement et du hasard. Au premier rang, le commentaire. Je suppose, mais sans en être très sûr, qu'il n'y a guère de société où n'existent des récits majeurs qu'on raconte, qu'on répète et qu'on fait varier, ou bien des formules, des textes, des ensembles ritualisés de discours qu'on récite dans des circonstances bien déterminées, des choses dites une fois et que l'on conserve parce qu'on y soupçonne quelque chose comme un secret ou une richesse. Bref, je crois qu'il y a très régulièrement dans les sociétés une sorte de dénivellation entre les discours. Les discours qui se disent au fil des jours et des échanges et qui passent avec l'acte même qui les a prononcés, et les discours qui sont à l'origine d'un certain nombre d'actes nouveaux de parole qui les répètent, les transforment ou parlent d'eux. Bref, les discours qui indéfiniment, par-delà leur formulation, sont dits, restent dits et sont encore à dire. Nous les connaissons dans notre système de culture, ce sont essentiellement les textes religieux ou juridiques. Ce sont aussi ces textes curieux quand on envisage leur statut et qu'on appelle littéraires, dans une certaine mesure des textes scientifiques. Je sais bien que ce décalage n'est ni constant, ni stable, ni absolu, que bien des récits majeurs se brouillent et disparaissent, tandis que des commentaires parfois viennent prendre leur place. Mais aussi mobile qu'elle soit, la fonction demeure et le principe d'un décalage est sans cesse remis en jeu. L'effacement radical, au fond, je n'en connais d'exemple pur que chez ce malade de Janet, qui se tenait en quelque sorte au-dessus de la dénivellation et percevait toute phrase comme texte à indéfiniment retenir, recommencer et commenter. Quand je songe, disait-il dès qu'il lisait, écoutait ou parlait lui-même, quand je songe à cette phrase qui va encore s'en aller dans l'éternité et que je n'ai peut-être pas tout à fait comprise, je voudrais simplement indiquer que dans ce qu'on appelle globalement un commentaire, le décalage entre texte premier et texte second joue deux rôles qui sont solidaires. D'abord, il permet de construire, et indéfiniment, des discours nouveaux. Le surplomb du texte premier, sa permanence, son statut de discours toujours réactualisable, le sens multiple ou caché dont il passe pour être détenteur, la réticence et la richesse essentielle qu'on lui prête, tout cela fonde une possibilité ouverte de parler. Mais d'autre part, le commentaire n'a pour rôle, quelles que soient les techniques qu'il emploie, que de dire enfin ce qui était articulé silencieusement là-bas. Il doit, selon un paradoxe qu'il déplace toujours mais auquel il n'échappe jamais, dire pour la première fois ce qui pourtant avait été déjà dit et répété inlassablement et qui pourtant n'avait jamais été dit. Le moutonnement indéfini des commentaires est travaillé de l'intérieur par le rêve d'une répétition masquée. À son horizon, il n'y a peut-être que ce qui était à son point de départ la simple récitation. Le commentaire conjure le hasard du discours en lui faisant sa part. Il permettra de dire autre chose que le texte même, mais à condition que ce soit ce texte même qui soit dit et en quelque sorte accompli. La multiplicité ouverte, l'aléa, est ainsi reportée par le principe du commentaire. Le nouveau n'est pas dans ce qui est dit, mais dans l'événement de son retour.
je crois qu'il existe un autre principe de raréfaction du discours. Il est, jusqu'à un certain point, le complémentaire du premier. Il s'agit de l'auteur. L'auteur, non pas entendu, bien sûr, comme l'individu parlant ayant prononcé ou écrit un texte, mais l'auteur comme principe de groupement des discours, comme unité et origine de leur signification, comme foyer de leur cohérence. Ce principe ne joue pas partout, ni de façon constante. Il existe tout autour de nous bien des discours qui circulent sans détenir leur sens ou leur efficacité d'un auteur auquel on les attribuerait. Propos quotidiens, aussitôt effacés, décrets ou contrats qui ont besoin de signataires, mais pas d'auteurs, recettes techniques qui se transmettent dans l'anonymat. Mais dans les domaines où l'attribution à un auteur est de règle, littérature, philosophie, science, on voit bien qu'elle ne joue pas toujours le même rôle. Dans l'ordre du discours scientifique, l'attribution à un auteur était, au Moyen-Âge, indispensable, car c'était un index de vérité. Une proposition était considérée comme détenant de son auteur même sa valeur scientifique. Depuis le XVIIe siècle, cette fonction n'a cessé de s'effacer dans le discours scientifique. Il ne fonctionne plus guère que pour donner un nom à un théorème, à un syndrome, à un effet, à une expérience. En revanche, dans l'ordre du discours littéraire, et à partir de la même époque, cette fonction n'a cessé de se renforcer. Tous ces récits, tous ces poèmes, tous ces drames et comédies qu'on laissait circuler au Moyen-Âge dans un anonymat au moins relatif, voilà que maintenant, on leur demande et on exige d'eux qu'ils disent d'où ils viennent, qui les a écrits. On demande que l'auteur rende compte de l'unité des textes qu'on met sous son nom. On lui demande de révéler, ou du moins de porter par-devers lui, le sens caché qui les traverse. On lui demande de les articuler par sa vie personnelle et par ses expériences vécues sur l'histoire réelle qui les a vus naître. L'auteur est ce qui donne à l'inquiétant langage de ces fictions une unité, un nœud de cohérence, une insertion dans le réel. Alors, je sais bien qu'on va me dire, ouvrez les guillemets, mais vous parlez là de l'auteur tel que la critique le réinvente après coup, virgule. Lorsque la mort est venue et qu'il ne reste plus qu'une masse enchevêtrée de grimoires, virgule. Il faut bien alors remettre un peu d'ordre dans tout cela, virgule. Imaginez un projet, virgule, une cohérence, virgule, une thématique, point. Mais cela n'empêche pas qu'il a bien existé, virgule, cet auteur réel, virgule, cet homme qui fait irruption au milieu de tous les mots usés, portant en eux son génie ou son désordre, point, fermez les guillemets. Il serait absurde, bien sûr, de nier l'existence de l'individu écrivant et inventant. Mais je pense que depuis une certaine époque au moins, l'individu qui se met à écrire un texte, à l'horizon duquel rôde une œuvre possible, reprend à son compte la fonction de l'auteur. Ce qu'il écrit et ce qu'il n'écrit pas. Ce qu'il dessine, même à titre de brouillon provisoire, comme esquisse de l'œuvre. Tout ce qu'il laissera est prescrit par la fonction auteur, telle qu'il la reçoit de son époque ou telle qu'à son tour il la modifie. Car il peut bien bouleverser l'image traditionnelle qu'on se fait de l'auteur. C'est à partir d'une nouvelle position de l'auteur qu'il découpera dans tout ce qu'il aurait pu dire, dans tout ce qu'il dit tous les jours, à tout instant, le profil encore tremblant de son œuvre. Le commentaire limitait le hasard du discours par le jeu d'une identité qui suit la forme de la répétition et du même. Le principe de l'auteur
limite ce même hasard par le jeu d'une identité qui a la forme de l'individualité et du moi. Il faudrait aussi reconnaître, dans ce qu'on appelle non pas les sciences, mais les disciplines, un autre principe de limitation. Principe, lui aussi, relatif et mobile, principe qui permet de construire, mais selon un jeu étroit. L'organisation des disciplines s'oppose aussi bien au principe du commentaire qu'à celui de l'auteur. À celui de l'auteur, puisqu'une discipline se définit par un domaine d'objets, un ensemble de méthodes, un corpus de propositions considérées comme vraies, un jeu de règles et de définitions, de techniques et d'instruments, et tout ceci constitue une sorte de système anonyme à la disposition de qui veut ou qui peut s'en servir, sans que son sens ou sa validité soit lié à celui qui a pu en être l'inventeur. Mais la discipline s'oppose aussi au principe du commentaire. Dans une discipline, ce qui est supposé au départ, ce n'est pas un sens qui doit être redécouvert, ni une identité qui doit être répétée. Ce qui est admis au départ, c'est ce qui est requis pour la construction de nouveaux énoncés. Pour qu'il y ait discipline, il faut qu'il y ait possibilité de formuler, et de formuler indéfiniment des propositions nouvelles. Mais il y a plus. Et il y a plus, sans doute, pour qu'il y ait moins. Une discipline, ce n'est pas la somme de tout ce qu'on peut dire de vrai à propos de quelque chose. Ce n'est même pas l'ensemble de tout ce qui peut être accepté en vertu d'un principe de cohérence ou de non-contradiction à propos d'un thème donné. La médecine, ce n'est pas le total de tout ce qu'on peut croire de vrai sur la maladie. La botanique ne peut être résumée par l'ensemble des vérités qui concernent les plantes. Et il y a cela deux raisons. D'abord parce que la botanique, la médecine sont faites d'erreurs comme de vérités. Et ceci, non seulement dans le passé, mais dans le présent. Erreurs qui ne constituent pas des résidus ou des corps étrangers, car elles ont des fonctions positives, un rôle souvent indissociable de celui des vérités. Mais l'autre raison, c'est que pour qu'une proposition appartienne à la botanique ou à la médecine, il faut qu'elle s'adresse à un plan d'objets soigneusement filtré et découpé. Il faut qu'elle utilise des instruments conceptuels ou des techniques définies selon un certain type. Pour qu'une proposition appartienne au discours de la botanique, il ne suffit pas, bien sûr, qu'elle concerne les plantes, et ce n'est même pas nécessaire. Il ne suffit pas, et il n'est même pas nécessaire qu'elle énonce une vérité à propos des plantes. Il faut qu'elle se réfère à un plan d'objets, qu'elle utilise des types de concepts, et qu'elle se découpe sur un horizon théorique déterminé. Alors, il est souhaitable, bien sûr, qu'elle soit vraie, mais elle est, comme dirait M. Canguilhem, dans le vrai. Et fût-elle fausse pour son appartenance à la discipline, il est essentiel qu'elle soit dans le vrai. Il se peut toujours qu'on dise le vrai, au gré d'un hasard sauvage, mais on est dans le vrai qu'en obéissant aux règles d'une police discursive qu'on réactive en chacun de ses discours. La discipline est un principe de contrôle de la production des discours. Elle lui fixe des limites par le jeu d'une identité qui a la forme d'une réactualisation permanente des règles. On a l'habitude de voir dans la fécondité d'un auteur
dans la multiplicité des commentaires, dans le développement d'une discipline, comme autant de ressources infinies pour la création des discours. Peut-être, mais ce ne sont pas moins des principes de contrainte. Et il est probable qu'on ne peut pas rendre compte de leur rôle positif et multiplicateur si on ne prend pas en considération leur fonction restrictive et contraignante. Il existe, je crois, un troisième groupe de procédures qui permettent le contrôle des discours. Il ne s'agit point cette fois de maîtriser les pouvoirs qu'ils emportent avec eux, ni de conjurer les hasards de leur apparition. Il s'agit de déterminer les conditions de leur mise en jeu, d'attribuer aux individus qui les tiennent un certain nombre de règles et ainsi de ne pas permettre à tout le monde d'avoir accès à eux. Raréfaction cette fois des sujets parlants. Nul n'entrera dans l'ordre du discours s'il ne satisfait à certaines exigences ou s'il n'est d'entrée de jeu qualifié pour le faire. La forme la plus visible et la plus superficielle de ces systèmes de restriction est regroupée par ce qu'on peut appeler rituel. Le rituel détermine la qualification que doivent posséder les individus qui parlent et qui, dans le jeu d'un dialogue, de l'interrogation, de la récitation, doivent occuper telle position et formuler tel type d'énoncé. Il définit les gestes, les comportements, les circonstances et tout l'ensemble de signes qui doivent accompagner le discours. Il fixe enfin l'efficace supposée ou imposée des paroles, leur effet sur ceux auxquels elles s'adressent, les limites de leur valeur contraignante. Les discours religieux, judiciaires, thérapeutiques et pour une part aussi politiques ne sont guère dissociables de cette mise en œuvre d'un rituel qui définit pour les sujets parlants à la fois des propriétés singulières et des rôles convenus. D'un fonctionnement en partie différent sont les sociétés de discours qui ont pour fonction de conserver, de produire des discours pour les faire circuler dans un espace fermé. Ne les distribuer que selon des règles strictes, sans que les détenteurs soient dépossédés par cette distribution. Un modèle archaïque nous en est donné par ces groupes de rats, soit de qui possédaient la connaissance, l'essence des poèmes à réciter ou éventuellement à faire varier et à transformer. Mais cette connaissance, bien qu'elle eût pour fin une récitation au demeurant rituel, était protégée et défendue, conservée dans un groupe déterminé, miné par des exercices de mémoire souvent complexes qu'elle a impliqués. L'apprentissage faisait entrer à la fois dans un secret, dans un groupe et dans un secret que la récit. Tatillon manifeste, t'aimais ne divulgue, mais ne divulguez pas. Entre la parole et les coups, les rôles n'étaient pas des chanteurs de bleu. Bien sûr, il ne reste plus guère de pareil. Ceci était de discours avec ce jeu ambigu du secret et de la divulgation. Mais qu'on ne s'y trompe pas, même dans l'ordre du discours vrai, même dans l'ordre du discours publié et libre de tout rituel, s'exercent encore des formes d'appropriation de secret et de non-interchangeabilité. Il se pourrait bien que l'acte d'écrire, tel qu'il est institutionnalisé aujourd'hui dans le livre, le système de l'édition et le personnage de l'écrivain, ait lieu dans une société de discours diffuse peut-être, mais contraignante à coup sûr. Qu'on songe aux secrets techniques ou scientifiques, qu'on songe aux formes de diffusion et de circulation du discours médical, qu'on songe à ceux qui se sont appropriés le discours économique ou politique. Au premier regard, c'est l'inverse d'une société de discours que constituent les doctrines religieuses, politiques, philosophiques. Dans les sociétés de discours, le nombre des individus parlants, même s'il n'était pas fixé, tendait à être limité. Et c'est entre eux que le discours pouvait
circuler et être transmis. La doctrine, au contraire, tend à se diffuser. Et c'est par la mise en commun d'un seul et même ensemble de discours que des individus, aussi nombreux qu'on peut les imaginer, définissent leur appartenance réciproque. En apparence, la seule condition requise est la reconnaissance des mêmes vérités et l'acceptation d'une certaine règle, plus ou moins souple, de conformité avec les discours validés. Si elles n'étaient que cela, les doctrines ne seraient point tellement différentes des disciplines scientifiques et le contrôle discursif porterait seulement sur la forme ou le contenu de l'énoncé, non pas sur les sujets parlants. Or, l'appartenance doctrinale met en cause à la fois les énoncés et les sujets parlants, et l'un à travers l'autre. Elle met en cause les sujets parlants à travers et à partir de l'énoncé, comme le prouvent les mécanismes de rejet et les procédures d'exclusion qui viennent jouer lorsqu'un sujet parlant a prononcé un ou plusieurs énoncés inassimilables. L'hérésie et l'orthodoxie ne relèvent point d'une exagération fanatique des mécanismes doctrinaux. Elles leur appartiennent fondamentalement. Mais inversement, la doctrine met en cause les énoncés, puisque la doctrine vaut toujours comme le signe, la manifestation et l'instrument d'une appartenance préalable. Appartenance de classe, de statut social, de race, de nationalité ou d'intérêt, de lutte, de révolte, de résistance ou d'acceptation. La doctrine lie les sujets parlants à certains types d'énonciations et leur interdit par conséquent tous les autres. Elle se sert en revanche de certains types d'énonciations pour lier des individus entre eux et les différencier par là même de tous les autres. La doctrine effectue un double assujettissement. Des sujets parlants au discours et des discours au groupe, pour le moins virtuel, des individus parlants. Il faudrait aussi reconnaître de grands clivages dans ce qu'on pourrait appeler l'appropriation sociale des discours. L'éducation a beau être de droit l'instrument grâce auquel tout individu dans une société comme la nôtre peut avoir accès à n'importe quel type de discours, on sait bien qu'elle suit dans sa distribution même, dans ce qu'elle permet et dans ce qu'elle empêche, les lignes qui sont marquées par les distances, les oppositions et les luttes sociales. Tout système d'éducation est une manière politique de maintenir ou de modifier l'appropriation des discours avec les savoirs et les pouvoirs qu'ils emportent avec eux. Je me rends bien compte qu'il est fort abstrait de séparer, comme je viens de le faire, les rituels de parole, les sociétés de discours, les groupes doctrinaux et les appropriations sociales. La plupart du temps, ils se lient les uns aux autres et constituent des sortes de grands édifices qui assurent la distribution des sujets parlants à certains types de discours et l'appropriation des discours par certaines catégories de sujets. Disons d'un mot que ce sont là les grandes procédures d'assujettissement du discours. Qu'est-ce, après tout, qu'un système d'enseignement, sinon une ritualisation de la parole, sinon une fixation et une qualification des rôles pour les sujets parlants? Qu'est-ce qu'un système d'enseignement, sinon la constitution d'un groupe doctrinal, au moins diffus, sinon une distribution et une circulation des discours avec ses pouvoirs et ses savoirs? Qu'est-ce que l'écriture, celle des écrivains, sinon un semblable système d'assujettissement du discours, qui prend peut-être des formes un peu différentes, mais dont les grandes scansions sont analogues? Est-ce que le système judiciaire, est-ce que le système institutionnel de la médecine, eux aussi, ne constituent pas de pareils systèmes d'assujettissement du discours? Je me demande si un certain nombre de thèmes dans la philosophie ne sont pas venus répondre à ces jeux de limitation et d'exclusion, et peut-être aussi les renforcer.
depuis que furent exclus les jeux et le commerce des sophistes, depuis qu'on a, avec plus ou moins de sûreté, muselé leurs paradoxes, il semble que la pensée occidentale ait veillé à ce que le discours ait le moins de place possible entre la pensée et la parole. Il semble qu'elle ait veillé à ce que discourir apparaisse seulement comme un certain rapport entre pensée et parler. Ce serait une pensée revêtue de ses signes et rendue visible par les mots, ou inversement, ce seraient les structures mêmes de la langue mises en jeu et produisant un effet de sens. Cette très ancienne élision de la réalité du discours dans la pensée philosophique, elle a pris bien des formes au cours de l'histoire. On l'a retrouvée, je crois, tout récemment dans plusieurs thèmes qui nous sont maintenant familiers. Il me semble que le thème du sujet fondateur permet d'éluder la réalité du discours. C'est que le sujet fondateur est chargé d'animer directement de ses visées les formes vides de la langue. C'est lui aussi qui, traversant l'épaisseur et l'inertie des choses vides, ressaisit dans l'intuition le sens qui s'y trouve déposé. C'est lui aussi qui, par-delà le temps, fonde des horizons de signification que l'histoire n'aura plus ensuite qu'à expliciter et où les formules, les propositions, les ensembles déductifs trouveront en fin de compte leur fondement. Dans son rapport au sens, le sujet fondateur dispose de signes, de marques, de traces, de lettres, mais il n'a pas besoin pour manipuler le discours de peser sur son instance singulière. Le thème qui fait face à celui-là, le thème de l'expérience originaire, permet d'éluder la réalité du discours. Ce thème suppose qu'au ras de l'expérience, avant même qu'elle ait pu se ressaisir dans la forme d'un cogito, des significations préalables, déjà dites en quelque sorte, parcouraient le monde, le disposaient tout autour de nous et l'ouvraient d'entrée de jeu à une sorte de primitive reconnaissance. Ainsi, une complicité première avec le monde fonderait pour nous la possibilité de parler de lui, en lui, de le signer et de le nommer, de le juger et de le connaître finalement dans la forme de la vérité. Si discours il y a, que peut-il être alors en sa légitimité sinon une discrète lecture ? Les choses murmurent un sens que notre langage n'a plus qu'à faire lever. Et ce langage, en son plus primitif projet, nous parlait déjà d'un être dont il est comme la nervure. Il me semble que le thème de l'universelle médiation permet d'éluder la réalité du discours, et ceci malgré l'apparence. Car il semble, au premier regard, qu'à retrouver partout le mouvement d'un logos qui élève les singularités jusqu'au concept, et qui permet à la conscience immédiate de déployer finalement toute la rationalité du monde, c'est bien le discours qu'on met au centre de la spéculation. Mais ce logos n'est en fait qu'un discours déjà tenu,
ou plutôt ce sont les choses mêmes et les événements qui se font insensiblement discours en déployant le secret de leur propre essence. Le discours n'est rien de plus que le miroitement d'une vérité en train de naître de ses propres yeux. Et lorsque tout peut enfin prendre la forme du discours, lorsque tout peut se dire et que le discours peut se dire à propos de tout, c'est parce que toutes choses, ayant manifesté et échangé leur sens, peuvent rentrer dans l'intériorité silencieuse de la conscience de soi. Que ce soit donc dans une philosophie du sujet fondateur, dans une philosophie de l'expérience originaire ou dans une philosophie de l'universelle médiation, le discours n'est rien de plus qu'un jeu d'écriture dans le premier cas, de lecture dans le second, d'échange dans le troisième, et cet échange, cette lecture, cette écriture ne mettent jamais en jeu que les signes. Le discours s'annule ainsi dans sa réalité, en se mettant à l'ordre du signifiant. Quelle civilisation a été en apparence, plus que la nôtre, respectueuse du discours? Où l'a-t-on mieux et plus honoré? Où l'a-t-on, semble-t-il, plus radicalement libéré de ses contraintes et universalisé? Or, il me semble que sous cette apparente passion du discours, sous cette apparente logophilie, se cache une sorte de crainte. Tout se passe comme si des interdits, des seuils, des barrages et des limites avaient été disposés de manière que soit maîtrisée, au moins en partie, cette grande prolifération du discours. De manière que sa richesse soit allégée de sa part la plus dangereuse. De manière que son désordre soit organisé selon des figures qui esquivent le plus incontrôlable. Tout se passe comme si on avait voulu effacer jusqu'aux marques de son irruption dans les jeux de la pensée et du signe. Il y a sans doute dans notre société, et j'imagine donc toutes les autres, mais selon un profil et des scansions différentes, une profonde logophobie, comme une sorte de crainte sourde contre ces événements, contre cette masse de choses dites, contre le surgissement de tous ces énoncés, contre tout ce qu'il y a là de violent, de batailleur, de désirable aussi, et de périlleux, contre ce grand bourdonnement incessant et désordonné du discours. Et si on veut, je ne dis pas effacer cette crainte, mais l'analyser dans ses conditions, son jeu et ses effets, il faut, je crois, se résoudre à trois décisions à quoi notre pensée, aujourd'hui encore, résiste un peu, et qui correspondent aux trois groupes de fonctions que je viens d'évoquer. Remettre en question notre volonté de vérité. Restituer au discours son caractère d'événement. Lever enfin la souveraineté du signifiant.